Merci de nous rejoindre dans nos studios. Vous avez pu suivre sur Ici Beyrouth toute la nuit dernière et toute la journée ces informations concernant les frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens, dont celui de Fordo. Nous sommes avec Élysée dans nos studios pour parler de ce qui va se passer maintenant. Mais je vais vous rappeler quand même ce qui s'est passé la nuit dernière, au cas où vous veniez de vous réveiller. Donc, 7 bombardiers furtifs B-2 américains chargés des célèbres bombes GBU-57, 14 bombes très précisément, on voit le B2 là. Ce sont les bombes anti-bunker que seuls les États-Unis possèdent, des ogives de 13 tonnes susceptibles de descendre à près de 100 mètres sous le sol. Élie, cette attaque américaine est une surprise dans la mesure où il y a 2 jours, Donald Trump disait encore qu'il va décider dans 2 semaines s'il frappe ou pas l'Iran. Et effectivement, une surprise complète en considérant, donc, comme vous l'avez dit, 2 semaines avant de frapper ou pas. Il se laissait encore le temps de décider, même si le plan avait été déjà validé par Donald Trump. Donc le plan, l'opération en elle-même, comment frapper, où frapper, quoi frapper. Donc on parle des avions furtifs B-2, on parle aussi de missiles tirés par les sous-marins américains sur la centrale à Isfahan. 30 Tomahawk. Donc 30 Tomahawk. Donc on avait une surprise en considérant en plus que hier, des avions B-2 ont été envoyés vers le Pacifique, vers l'île de Guam et la base américaine à Guam. Donc les gens se sont dit, ok, donc c'est pas vers l'Atlantique, c'est pas vers le Moyen-Orient, ça va vers le Pacifique. Et en fait, le secrétaire à la Défense l'a annoncé cet après-midi que c'était un leurre et que, tandis que des avions allaient vers Guam, d'autres avions avaient décollé des États-Unis pour aller en direction de l'Iran. La prudence de Donald Trump s'explique aussi par le fait que l'opinion publique américaine était contre ces frappes. Complètement contre même. On a, dans un récent sondage, il n'y avait que seulement 16% des Américains qui étaient pour une intervention américaine. Et même les républicains, qui sont généralement plus va-t-en-guerre que les démocrates, seuls 47% étaient pour, donc même pas une majorité. Il faut pas oublier que Donald Trump a été élu sur des promesses de non-guerre ou même de paix. Il a affirmé qu'en 2 jours, il allait régler les conflits de la planète. Donc une intervention personnelle de Donald Trump dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, en considérant que les Américains sont encore traumatisés, et par l'intervention en Irak et l'intervention en Afghanistan, notamment le retrait d'Afghanistan il y a 4 ans, donc fait que les Américains ne veulent pas de guerre, et Donald Trump lui-même n'est pas un guerrier. C'est un homme d'affaires, mais ce n'est pas un guerrier. On va écouter le bout d'interview de déclaration de Donald Trump juste après les frappes. Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Voilà, alors la hantise des Américains, c'est les troupes au sol. Oh oui, déjà pour avoir les troupes au sol, il a besoin d'un accord du Congrès, ce qui n'est pas assuré d'avoir. Et puis oui, il ne va pas réentrer dans un nouveau pays au Moyen-Orient, encore une fois, alors que les États-Unis, à chaque fois qu'ils mettent des troupes au sol, ils s'en sortent très mal. On peut voir ça déjà depuis la guerre du Vietnam. Toujours. Donc, faire des frappes à distance aérienne, ça marche, ça a fonctionné sur Qasem Soleimani en 2020, ça a fonctionné sur le régime de Bachar al-Assad, des frappes spéciales, précises, ciblées, et qui sont plus un message politique qu'une entrée en guerre. Et il l'a précisé, là, le vice-président américain J.D. Vance l'a dit cet après-midi, nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran. Le secrétaire à la Défense l'a dit aussi, l'objectif de cette mission n'était pas un changement de régime, oui, on mais va en parler un peu plus tard. de dévaster, comme il a dit, le programme nucléaire iranien a été dévasté. Trump l'a toujours dit. Ça fait 10 ans au moins qu'il le dit. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Et comme tout le monde considère qu'avec la sortie de l'accord de Vienne de 2015 en 2018, l'Iran après a enchéri son uranium à des niveaux très élevés, il fallait détruire les centrales, ou c'est en tout cas ce qu'ils pensent, qu'il faut détruire ces centrales pour pousser l'Iran à venir négocier. Alors les Israéliens, eux, attendaient cette intervention très impatiemment, puisque les Américains sont les seuls à avoir ces bombes susceptibles
de pénétrer près de 100 mètres sous terre. Et donc, ils sont ravis, parce qu'ils n'arrivaient pas à détruire Fordo, notamment. Ils ne pouvaient pas détruire Fordo. Déjà, à la base, ils savaient, quand ils ont commencé cette opération, qu'ils ne pourraient pas détruire Fordo eux-mêmes. Si on veut comparer un peu avec ce qui s'est passé au Liban, quand les Israéliens ont décidé de tuer Hassan Nasrallah, ils ont utilisé des dizaines et des dizaines, on parle même de 80 bombes anti-bunkers qu'ils ont à leur disposition, qui sont 10 fois plus petites que cette fameuse GBU 57. Et non seulement, même si les Américains avaient dit, tenez, prenez la GBU 57 et allez-vous vous-même frapper, les Israéliens n'ont même pas l'avion capable de porter cette ogive, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'avions américains, ces fameux B-2 ou B-52. On peut regarder peut-être la réaction, les remerciements de Netanyahou. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. D'ailleurs, dans les rues de Tel Aviv, il y avait un « Thank you, Mr. President » qui est assez éloquent. Très intéressant ce remerciement de Benjamin Netanyahou, parce qu'à la base, Donald Trump ne voulait pas de guerre. Pendant des semaines, on dit qu'il avait empêché Benjamin Netanyahou d'attaquer l'Iran. On semble un peu que Donald Trump, à la base, avait été un peu mis devant le fait accompli avec cette guerre le vendredi dernier. Sauf que Donald Trump s'est rattrapé directement. Il sait faire ça. Donald Trump sait se rattraper pour essayer de reprendre le contrôle, ou au moins de montrer qu'il est en contrôle. Et Benjamin Netanyahou, qui les relations sont assez froides avec Donald Trump, avait besoin de montrer combien il était content et remercié et redevable à Donald Trump. Alors, les Iraniens, bien sûr, ont répliqué 2 salves d'une quarantaine de missiles. Eux aussi ont été vraiment surpris. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Araghchi, a parlé de trahison. On voit ici les dégâts des missiles iraniens lancés à Tel Aviv, parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de comparaison à faire entre ce qui se passe en Iran et en Israël, mais les Israéliens, depuis 1948, n'ont jamais vécu ça. Hein. Ils n'ont jamais vécu ça depuis, peut-être pas 48, peut-être 73. Pas comme ça. Peut-être pas comme ça, c'est pas la taille, mais c'est vrai que les Israéliens, et quand on entend les interviews de résidents israéliens dans la presse ou à la télé internationale, disent qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de frappe. Ils sont plus habitués, par exemple, aux missiles, les plus petits missiles tirés par le Hamas ou par le Hezbollah, ou même par les Houthis, mais qui, pour l'instant, les Houthis n'ont pas encore pu viser, n'ont pas encore pu pénétrer le dôme de fer. Alors, les Israéliens, là, c'est des grosses frappes, 40 missiles. Il y a eu 3 impacts, et dont, d'après les autorités israéliennes, il y a même un de ces 3 impacts, c'est un missile israélien qui est retombé, qui a défectueux, qui est retombé dans la banlieue de Tel Aviv. Alors, on écoute le ministre des Affaires étrangères iranien. There is no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, happened only last night, when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. I don't know how much room is left for diplomacy. We are now calculating the damages. Et les contacts n'ont jamais été vraiment rompus entre les Iraniens et les Américains. D'ailleurs, il continue à parler de diplomatie, M. Araghchi. Il n'a pas le choix. Les Iraniens n'ont pas vraiment le choix que de pouvoir négocier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aller frapper Washington? Le seul moyen pour que le régime iranien puisse tenir, c'est de trouver une porte de sortie que eux pourraient considérer comme honorable quelque part. Donc, ça serait à travers la diplomatie. Oui, mais le concept de paix sous la menace, ça marche, ça? Avec les Iraniens? Ça a marché en 88. Durant la guerre Iran-Irak, en 88, il y avait déjà eu cette histoire de vouloir fermer le détroit d'Ormuz, et les Américains avaient dit « Oh, stop !» Et c'est à ce moment-là où la guerre avec l'Irak s'est arrêtée. Et c'était à l'époque, déjà le guide suprême de l'époque, qui avait dit « Ok, non, en fait, je ne peux pas aller trop loin, sinon c'est mon régime qui va chuter. »
Et alors, à propos de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Iraniens? Ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz? S'ils ferment le détroit d'Ormuz, c'est une catastrophe économique. C'est une catastrophe économique. Ils pourraient le fermer. Ils pourraient fermer, là, cet après-midi, le Parlement iranien a voté l'autorisation que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Pour rappel, le détroit d'Ormuz, il y a 25% du pétrole mondial raffiné qui passe par ce détroit d'Ormuz. Il y a les pays arabes du Golfe qui seront affectés. Il y a après le commerce mondial aussi, une partie du commerce mondial qui passe par là. Donc ce n'est pas seulement les États-Unis ou Israël qui seraient affectés par cette fermeture, mais également les pays arabes du Golfe qui commencent à avoir de meilleures relations avec l'Iran. Donc l'Iran n'a pas nécessairement intérêt à... D'ailleurs, le vice-président américain a dit que ce serait un suicide pour l'Iran. Effectivement, ce serait un suicide parce que non seulement... Parce que là, pour l'instant, la guerre, elle est contre Israël et contre les États-Unis maintenant, si on considère que les États-Unis sont rentrés en guerre. Mais les autres pays européens, les pays arabes, les pays asiatiques, eux, ne sont pas intervenus. Ce sont des déclarations. Le jour où les Israéliens décident de fermer le détroit d'Ormuz, c'est les Iraniens décident de fermer le détroit d'Ormuz, ce seront tous ces pays qui seront affectés et qui, eux, à ce moment, pourraient entrer aussi dans le conflit. Après, il faut aussi prendre en compte les moyens techniques. Fermer un détroit, ce n'est pas si simple que ça. Il peut le miner. Il peut le miner, mais là, aujourd'hui, vu le renseignement humain israélien, vu le renseignement américain, vu les satellites, vu toute la technologie qu'il y a face à l'Iran, au moment où ils vont décider de commencer à miner, ils se feraient attaquer préventivement. Les Iraniens disent que leurs capacités nucléaires sont intactes. On a vu des images satellites qui montrent des camions en train de déménager de l'uranium. Les Iraniens, les autorités iraniennes, en tout cas, un responsable iranien sous couvert d'anonymat a affirmé que la centrale de Fordo a été vidée de l'uranium enrichi avant et a été transférée dans un endroit inconnu. Après, intact, je doute, parce qu'entre les scientifiques nucléaires qui ont été tués depuis le vendredi, on parle d'une quinzaine. C'est pas si simple, c'est pas juste des scientifiques, ce sont des scientifiques nucléaires, ça prend du temps, ils ont besoin d'étudier, ils se comptent peut-être pas sur les doigts de la main, mais genre, il y a quoi, 20, 30, 40, 50 S'il y en a 17 qui ont été tués déjà, ou 15 ou 17, c'est déjà une perte. Les centrales de Natanz ont été frappées, Isfahan, donc intactes, impossible, elles sont complètement détruites. Pour l'instant, on ne sait pas, même les Américains, on dit tout à l'heure au Pentagone que les dommages sont encore en train d'être calculés et estimés, les dommages de cette frappe. Alors ici à Beyrouth, tout le monde se pose la question de savoir si le Hezbollah va entrer dans la guerre, ce qui serait aussi là un suicide. Quel est votre sentiment? Je pense que si le Hezbollah devait rentrer, il serait rentré déjà depuis le vendredi dernier, au moment où la première frappe a commencé. On l'a vu le 7 octobre. Le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël. Le 8 octobre, le Hezbollah est intervenu. S'il devait intervenir après les gros... Il aurait dû... Mais il n'a pas les capacités. Ni les capacités militaires, et on le voit depuis le début du cessez-le-feu en novembre dernier. À chaque fois qu'un membre du Hezbollah essaye de s'approcher à la frontière, il se fait descendre. Mais il n'a pas aussi les capacités politiques. Il n'a personne pour le soutenir. Il n'a pas la base populaire maintenant. Il n'a pas la base populaire, il n'a pas la base, et il n'a pas la base politique. Avant, en 2023, l'État qui était là, c'était le gouvernement de Miati, qui pouvait, même s'il ne le soutenait pas publiquement, ne le contredisait pas nécessairement. Là, c'est très clair, dès le début du mandat de Joseph Aoun, il l'a dit, Joseph Aoun. Et puis il l'a redit ce matin. Et il l'a redit ce matin, et il le redira tout le temps. Et le Premier ministre aussi, la décision de paix ou de guerre est entre les mains de l'État. Et il dit aussi, le président de la République, que le Liban ne peut pas se payer une guerre. On n'a pas les moyens ni de la guerre, ni de la reconstruction d'après-guerre, parce qu'on n'a toujours pas reconstruit la guerre de soutien. Oui, et le Hezbollah, aujourd'hui même, il a des problèmes avec sa base populaire au niveau des dégâts déjà, qui n'a pas pu payer les réparations et la reconstruction de la précédente guerre qui vient de se terminer il y a quelques mois. Réouvrir une guerre en considérant que tous les pays du monde, tous les pays du monde se mettraient contre le Hezbollah. Parce qu'aujourd'hui, si le Hezbollah décide encore de frapper, après tout ça, il va avoir toute la communauté internationale qui dira au Hezbollah, en fait, non. Il reste quand même
silencieux, le Hezbollah. Il ne faut pas oublier que son secrétaire général est le représentant personnel du guide suprême Ali Khamenei au Liban. Donc, oui, mais s'il arrive quelque chose à Ali Khamenei, qu'est-ce qu'il peut dire, le Hezbollah? Oui, s'il arrive quelque chose à Ali Khamenei, comme les Israéliens menacent, et il est représentant personnel. C'est un représentant religieux, plus que politique, donc il peut toujours s'en sortir. Et on a eu un communiqué. J'aimerais bien noter ça dans une guerre, généralement, où si on prend précédemment dans l'histoire libanaise et de la région, à chaque fois qu'il y avait des événements aussi importants que ça, on avait droit à un discours de Hassan Nasrallah. Et les grands discours de 40 minutes, 1 heure, 1h30. Là, on a eu droit à un communiqué écrit avec des mots en bold pour préciser nous ne sommes pas neutres. Il faut voir où était le Hezbollah et où il est aujourd'hui. Naïm Qassem n'est même pas capable de se mettre devant une caméra et d'essayer de... Il y a des problèmes de sécurité, certainement aussi. Des problèmes de sécurité que Hassan Nasrallah avait. Mais vous voyez la faiblesse du Hezbollah aujourd'hui, même en son sein, au niveau de son leadership, fait qu'il est incapable aujourd'hui de lever le petit doigt. Alors c'est un tête-à-tête israélo-irano-américain parce qu'il faut reconnaître que l'Europe est absente. Le président français fait un conseil de sécurité, un conseil de défense français. Ce soir français, mais bon, a priori ça ne va pas changer grand-chose. L'ONU va faire une réunion dans la soirée, mais ça ne va pas changer grand-chose non plus. Donc les gens sont condamnés à s'entendre ou à se détruire mutuellement. Bah, on a un ordre mondial qui s'effrite depuis des années. On peut au moins dire depuis 2013, avec les fameuses lignes rouges que Barack Obama n'a pas suivi. Il avait promis de faire tomber Bachar al-Assad si jamais il faisait des armes chimiques contre son peuple. Il a des armes chimiques. Barack Obama n'a rien fait. Et depuis ce jour-là, on a un désordre mondial, au moins depuis ce jour-là, peut-être depuis avant. Le Conseil de sécurité est bloqué depuis au moins 2014 avec la Crimée, l'intervention russe, l'invasion russe de la Crimée, donc un Conseil de sécurité qui est bloqué avec les droits de veto, du droit international qui n'est respecté par personne. Donc on a un ordre mondial de post-Seconde Guerre mondiale qui s'effrite de plus en plus. Et là, il est très clair qu'avec toutes les guerres qu'on a, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, l'ordre mondial qu'on connaît depuis post-Seconde Guerre mondiale est en train de disparaître complètement. En tout cas, pour clore ce chapitre, peut-être qu'on se retrouvera un peu plus tard dans la soirée, dans la journée, demain. Il faut signaler que les gens ne sont pas rassurés au Liban et que les avions, les départs sont très nombreux. Là, en ce moment même, l'aéroport de Beyrouth est plein de gens qui souhaitent partir. On peut les comprendre, vu la situation dans la région et la menace permanente que fait planer le Hezbollah sur son entrée en guerre pour soutenir l'Iran, alors que l'Iran n'avait strictement rien fait pour soutenir le Hezbollah pendant sa guerre contre Israël. restez sur Ici Beyrouth, merci Elie. Et This is Beyrouth, toute l'info concernant ce conflit et toutes les autres infos, c'est sur nos sites.